if I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, la première d'analyse pure et dure après la présentation de la chaîne que j'ai publiée hier. J'espère que vous allez bien, moi ça va super, très content de voilà, faire cette nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu plus en profondeur de la Ligue 1. L'objectif aujourd'hui ça va être de présenter 9 équipes sur les 18 du championnat. Je pense qu'on va faire 9 équipes aujourd'hui et on en fera 9 la semaine prochaine, donc après un week-end de plus. Et donc aujourd'hui dans la présentation des 9 équipes, ce que j'aimerais bien faire, c'est d'un petit peu revenir rapidement sur le début de saison, un petit peu donner du contexte sur le début de saison de ces équipes, les 3 matchs qu'elles ont joués, mais aussi le mercato estival, sans rentrer dans les détails parce que j'aimerais bien aussi faire une vidéo consacrée aux transferts et aux joueurs voilà, qui ont été transférés dans notre championnat. Mais voilà, revenir par exemple sur les matchs de préparation, tout le contexte qui a entouré le début de saison et voilà les 3 premiers matchs qui se sont joués pour ces 9 équipes. Donc aujourd'hui, on va parler de l'OL, Lyon, du Paris FC, de Lens, de Toulouse, de Monaco, de Nantes, de Strasbourg, et j'en ai oublié un, et de Brest. Voilà. Donc voilà le topo. J'espère que ça vous plaira. On est directement parti. Très heureux encore une fois de vous retrouver pour cette vidéo. La première équipe, forcément, de laquelle j'aimerais parler, c'est l'OL, l'Olympique Lyonnais, qui réalise un début de saison en trombe. Clairement, moi je m'y attendais pas. En tout cas, un tel début de saison. Si on doit commencer par le commencement, j'ai envie de dire, je ne sais pas si pour l'Olympique Lyonnais, le commencement il est dans les matchs de préparation. Voilà, je pense que quand je vais vous présenter les équipes dans cette vidéo, je vais commencer peut-être par les matchs de préparation parce que, comme son nom l'indique, c'est des matchs qui sont censés un petit peu nous indiquer la forme de l'équipe pour la saison à venir, même si voilà, on sait que ça reste des matchs amicaux et toutes les équipes ne les jouent pas forcément à fond, il y en a qui en font même pas d'ailleurs, je pense au Paris Saint-Germain par exemple. Mais pour l'Olympique Lyonnais, je pense que la question était ailleurs dans l'entre-deux saisons. Et quand je dis ça, je pense forcément au contexte lié aux problèmes qu'ils ont eu avec leur copropriété et leur président John Textor. Donc pour un petit peu vous faire un retour en arrière un peu explicatif pour ceux qui ne seraient pas forcément au courant, parce que c'est vrai que ça a été un sacré marathon et un sacré feuilleton durant l'été, le cas lyonnais. Donc John Textor, milliardaire américain si je ne me trompe pas, était propriétaire du club de Lyon avec son groupe, avec d'autres clubs également, notamment un club au Brésil, je pense que c'est Sao Paulo si je dis pas de bêtises non plus, voilà, je suis pas expert, je suis désolé, mais propriétaire du président de Lyon, qui a dû rendre des comptes devant la DNCG. Donc la DNCG, c'est tout simplement le gendarme financier de notre championnat, qui est là pour voir et analyser les comptes de chaque club, histoire que leur bilan financier ne soit pas négatif, tout simplement. Et donc Lyon est passé devant la DNCG en juin, si je ne m'abuse, et le résultat a été négatif, avec des sanctions qui pouvaient aller jusqu'à la rétrogradation. Donc il y a eu une grande frayeur à ce moment-là du côté des supporters et de tout le personnel. De toute façon, ça a été quand même un moment important de l'été. Et donc ce passage devant la DNCG, il a été décisif. Mais Lyon a su réagir, Lyon a changé de président, donc au revoir John Textor, bonjour, alors j'ai plus son nom, je vais vous le retrouver, Michel Kang, voilà, qui a repris la présidence de l'Olympique Lyonnais le 30 juin 2025, à la suite de John Textor donc. Et donc c'est dans ce contexte-là
dans ce contexte-là, pardon, que Lyon commence sa préparation. Contexte compliqué, hein. Du coup, avec ce soulagement d'être maintenu en Ligue 1, mais du coup, un mercato estival tronqué, clairement. Et donc, on a ces matchs de préparation, donc qui finissent quand même avec un bilan de 3 victoires, un nul et une défaite contre le Bayern Munich, si je ne me trompe pas. Mais l'important est ailleurs. Lyon est maintenu. Lyon va jouer en Ligue 1 la saison 2024-2025. Donc ça, c'était l'important pour le club. Et donc là, on arrive au début du championnat et tout le monde attend de savoir ce que peut donner cet effectif lyonnais qui était perturbé pendant l'été. Et là, surprise, 3 victoires. 3 victoires. La première contre Metz, si je dis pas de bêtises. Il y a une victoire contre Lens et une victoire contre Marseille, donc dans l'Olympico. Metz, on en reparlera, pas dans cette vidéo, mais équipe un petit peu en dessous niveau talent, mais des équipes comme Lens et Marseille, elles ont plus ou moins les mêmes ambitions que l'Olympique lyonnais. Et on a eu des victoires fracassantes avec un jeu proposé, moi qui m'a séduit pour Lyon. 3 matchs, 3 victoires. Donc niveau tactique, on est sur un 4-2-3-1 et vraiment ce qui a été deux choses moi que j'ai soulevées et que j'ai beaucoup aimé en regardant les matchs de Lyon, c'est leur milieu de terrain. C'est vraiment la force de l'équipe avec Morton et Tessman qui jouent en sentinelle du coup dans le 4-2-3-1 et avec alors là j'aurais jamais pensé dire ça sans aucun manque de respect, mais la renaissance de Corentin Tolisso et une renaissance qui se fait en numéro 10. Alors lui qui était un numéro 6-8 de métier, là on le retrouve dans un poste de numéro 10 qui lui sied à merveille. Dans les premiers matchs, il a tourné autour du numéro 9, Georges Mikotadze, mais on peut en parler rapidement. Voilà le départ de Georges Mikotadze qui est lié justement à ce contexte des sanctions de la DNCG, du fair play financier. Et donc Lyon a été dans l'obligation de vendre son attaquant phare qui avait signé l'année dernière, il y a 2 ans, mais en tout cas très récemment. Et donc Georges Mikotadze poussé vers la sortie pour faire rentrer des sous. L'OL se retrouve sans numéro 9 de métier, et Corentin Tolisso il va jouer un poste de pas faux 9, pas 10, mais voilà dans ce demi-espace hyper intéressant. Et voilà, et c'est ce qui va permettre à Lyon aussi de aussi bien réussir son début de saison. On se précipite pas, mais franchement il y a du bon, et en plus quand on voit les adversaires qu'ils ont affrontés, ça peut que augurer des bonnes choses. Et évidemment les ambitions elles sont là pour l'Olympique lyonnais. Je pense que s'il n'y a pas de compétition européenne cette saison, ce sera une grande déception. Sans transition, j'aimerais parler aussi dans cette vidéo du Paris FC, club qui est monté cette année après une formidable saison en Ligue 2 avec des ambitions qu'on voit peu, voire pas du tout. C'est un club qui a été racheté, le Paris FC, donc avec des grands moyens financiers. Et donc ils ont des ambitions qu'on a peu vues dans des clubs qui montent en Ligue 1 comme ça, et ça fait forcément plaisir d'avoir un club qui se positionne avec autant d'ambition. Et donc voilà, pareil, les matchs de préparation, c'est pas forcément un bon indicateur, même s'ils font une préparation qui est correcte avec 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que d'abord, avant de parler des 3 premiers matchs du Paris FC, j'aimerais parler du mercato qui a vraiment été mouvementé pour le club de la capitale. Comme je l'ai dit, ils arrivent avec des grandes ambitions, donc forcément il y a eu beaucoup de rumeurs. Je pense que ça a vraiment marqué l'intersaison parisienne. On a plusieurs, au-delà des rumeurs, il y a des joueurs qui ont signé.
Je pense à Goebbels pour 9 millions, je pense à Moses Simon, je pense à Kevin Trapp. Voilà, c'est des joueurs. Kevin Trapp, ça a été annoncé qu'il n'allait pas être mis au poste de titulaire directement. Mais c'est quand même des joueurs d'importance qu'on connaît dans notre championnat de Ligue 1. Moses Simon, il a quand même des références en Ligue 1. Et William Goebbels, c'est quand même 17 buts, si je ne m'abuse, 17 ou 18 la saison dernière c'était en Belgique, je crois. Et donc, voilà. Et au-delà des joueurs qui ont signé, il y avait déjà des joueurs comme Maxi Lopez au milieu de terrain, hyper intéressant. Il y a voilà, des rumeurs qui ont été faites sur Benjamin André, milieu de terrain capitaine du LOSC. Donc ça aurait été aussi un gros coup. Je pense aussi aux rumeurs autour de Mathis Sablin, le numéro 9 du FC Nantes, qui s'est pas fait, mais voilà, ça montre aussi les ambitions. Je crois que le Paris FC avait fait une offre de 27 millions pour Mathis Sablin. Gros chèque refusé par Nantes qui avait fixé le prix à 40. Pas donné le Mathis. Et donc le Paris FC qui se pointe en Ligue 1 avec ces ambitions-là, avec ce mercato-là, avec des joueurs de référence qui ont signé. Et je pense que les 3 premiers matchs ne sont pas à la hauteur de ce que prévoyait la direction et l'entraîneur. On est sur 2 défaites et une victoire. Parmi ce marasme un petit peu des 3 premiers matchs, il y a quand même des joueurs qui ressortent, qui sortent du lot clairement. Je pense à Kebal, qui est déjà à 3 buts. Moses Simon aussi, intéressant. Donc voilà, le Paris FC, ils vont vraiment, je pense que cette saison, ils vont vraiment chercher à s'appuyer sur leurs ailes. C'est une équipe qui va beaucoup jouer en 4-3-3, je pense, avec William Goebbels en vrai numéro 9 et des ailes Kebal, Moses Simon, qui je pense vont faire beaucoup de dégâts en Ligue 1. Beaucoup aimé le numéro 10 parisien. Mais il y a un gros problème défensivement. Paris FC, ils font un bon match contre Marseille, ils en prennent 5. Ça, c'est en Ligue 1, ça pardonne pas. Et donc ce problème défensif leur a joué des tours, clairement. On va pas se mentir, ça leur a joué des tours sur ce début de saison. Et donc, je pense qu'ils vont avoir à cœur de redresser la barre. Et sans avoir des ambitions européennes dès la première saison, je pense que c'est un club qui ne va pas chercher à... En tout cas, je pense qu'ils n'ont pas envie d'être dans ce combat pour le maintien. Je pense qu'ils aimeraient jouer ils aimeraient bien jouer, les troubles faites en Europe. Je pense clairement que c'est leur ambition. Et en parlant de troubles faites, il y a une autre équipe qui va avoir aussi ce rôle-là. Je les mets à peu près au même niveau, bien que le Paris FC soit un club qui est monté cette saison. Je parle de Toulouse, le Toulouse Football Club. Voilà, Toulouse qui réalise un super début de saison, je trouve. Moi, franchement, j'ai été séduit par cette équipe de Toulouse. Les matchs encore une fois, important de rappeler que les matchs de préparation restent des matchs de préparation. Ce sont des matchs amicaux. Voilà. Donc, l'occasion d'essayer des joueurs, des tactiques. Voilà, on blâmera jamais une équipe pour ces matchs de préparation, même si dans le cas de Toulouse, il y avait eu des gros problèmes. Moi, j'ai une image en tête d'un supporter toulousain qui avait fait le déplacement en Allemagne pour voir son équipe en prendre 7 contre Leipzig, si mes souvenirs sont exacts. Donc il y avait un petit peu une légère inquiétude, même si on n'est jamais inquiet avant le début de saison. Mais il y avait quand même des questionnements, en tout cas ça c'est sûr, des questionnements. 3 défaites de nul en match de préparation, ça fait jamais plaisir. Et on sait que le football c'est un sport de confiance. Et quand on entame une saison comme ça, on se dit que ça peut être compliqué, ça peut être long. Et au final, 3 premiers matchs, 2 victoires, 1 défaite. En plus, les 2 victoires, elles sont contre Nice et Brest. Brest, on en reparlera tout à l'heure, mais Nice, équipe qui est censée jouer le haut de tableau, les compétitions européennes, avec cette ambition-là aussi.
En tout cas, ils mettent en place certaines choses financières notamment pour. Et il y a cette défaite face au Paris Saint-Germain qui est, je pense, plus que justifiable. On se retrouvera en fin de saison pour faire un bilan des équipes qui ont réussi à embêter le Paris Saint-Germain. Eh bien, j'aimerais bien qu'il y en ait plus d'une, mais je pense pas qu'on puisse en compter plusieurs. Après, en plus, le Paris Saint-Germain sur ce match-là, on va pas faire un focus sur le Paris-Toulouse au Parc, mais ils étaient quand même dans un grand soir. Si je dois rappeler le contexte, João Neves y met 2 retournées acrobatiques plus un pétard en lucarne. Bon, match compliqué pour Toulouse qui s'est quand même bien battu, et je pense que voilà, bon, c'est pas un match, tous les matchs sont importants, c'est clair, mais le match contre le Paris Saint-Germain, je pense qu'on peut le mettre de côté dans le début de saison de Toulouse. Et moi, j'ai beaucoup aimé la manière de jouer des Toulousains. Voilà, ils évoluent dans un 3-4-3 avec des pistons, notamment Djibril Sidibé, moi que je trouve super intéressant dans son rôle de piston droit. Ça fait plaisir. Et une attaque qui est séduisante. Franck Magri, il est en train d'atteindre un super niveau de numéro 9 de Ligue 1. Il est bien aidé par un joueur de couloir que j'apprécie aussi, qui est Yann Gbo, virevoltant. Yann Gbo, il fait vraiment un début de saison, un joueur dynamique, un joueur frisson. Je pense qu'il peut vraiment devenir un très bon joueur de Ligue 1, et on verra par la suite, hein, on lui souhaite le meilleur. Et également de l'autre côté à droite, il est accompagné d'un joueur qui est atypique, je le qualifierais comme ça, Aaron Donum. C'est pas un ailier traditionnel, rapide, technique. C'est vraiment un profil, ouais, il est technique, mais un profil plutôt passeur que provocateur, même s'il sait le faire aussi, Aaron Donum. Et je trouve que ouais, cette attaque, elle est complète, et elle fait plaisir à voir jouer cette équipe de Toulouse. Ils peuvent aussi s'appuyer sur une défense qui est solide, avec notamment Cresswell. Je pense aussi à Rasmus Nicolaisen, qui a fait son retour contre Brest et qui ensuite a joué les 90 minutes au Parc, si mes souvenirs sont bons. Et également un Guillaume Rest qui est toujours, voilà, qui est une valeur sûre, je pense, maintenant de notre championnat de Ligue 1. Je pense pas me mouiller en disant ça. Et donc Toulouse, ouais, il n'y a pas eu énormément de changements par rapport à la saison dernière. Je pense qu'il y a des équipes qui ont beaucoup plus bougé, mais j'aime bien aussi ces équipes qui restent dans la continuité, qui savent s'appuyer sur ce qui a fonctionné, en fait, tout simplement la saison dernière. Voilà, il y a des choses qui ont fonctionné. Ils ont vendu quelques joueurs, mais ils sont restés sur la même ossature. Et donc ça fonctionne, clairement. La saison dernière, ils finissent 10e. Là, je pense qu'ils vont aussi essayer d'aller chercher à titiller les places européennes. Je ne dis pas qu'ils finiront européens, ça. Peut-être qu'on fera des pronostics dans une prochaine vidéo où on essayera de prédire certaines choses comme ça. Mais je pense qu'ils peuvent avoir leur mot à dire, en tout cas contre des équipes européennes de notre championnat. Et je pense que ouais, ils vont faire une saison intéressante. Là où j'ai un peu plus de doutes dans l'équipe à laquelle on va passer, c'est Nantes, les Nantais, Nantes, important de rappeler le cas Mathis Sabline, pour moi, qui est central dans le début de saison de Nantes. On en a parlé avec le Paris FC, mais c'est ça. Le club parisien, c'était clairement pas le seul club à avoir des vues sur Mathis Sabline. Un joueur que moi, à titre personnel, à chaque fois, de toute façon, vous avez compris, c'est ma subjectivité, on parle de mon avis. Mais voilà, Mathis Sabline, je trouve que c'est un joueur, un numéro 9, plein de qualités, polyvalent, technique, rapide, finition tout à fait honnête, tout à fait correcte pour un attaquant. Et donc forcément, il y a eu énormément de rumeurs sur Mathis Sabline en Ligue 1, à l'étranger, partout, modéré. Mais
énormément de clubs sont venus toquer à la porte de Nantes. Et le problème, c'est, je pense, problème pour moi, c'est les yeux plus gros que le ventre de Valdemar Kita, le président de Nantes, qui a fixé le prix de Mathis Sabine à 40 millions. Alors, je viens de louer les qualités de Mathis Sabine. Faut distinguer les qualités du garçon jeune, 22 ans, je crois, Mathis Sabine, espoir, on adore, 40 millions. Voilà, on doit aussi savoir nuancer. Et donc pourquoi parler de ce dossier-là? Parce que je trouve que ça a un peu entaché le mercato de Nantes. Forcément, le budget, on reparlera peut-être dans une autre vidéo avec plaisir, des droits télé et de la difficulté des petits clubs, entre guillemets, clubs historiques nantins, avec tout le respect, mais des clubs qui ont plus de mal ces dernières saisons. Je dis pas petits clubs, voilà, vous avez compris, mais voilà, des clubs qui ont plus de mal à avoir un budget transfert important, et donc le cas de Mathis Sabine aurait pu vraiment libérer les finances nantaises et leur permettre de faire un mercato décent déjà, parce que je trouve que le mercato nantais il est pas bon. Cette gestion du cas Mathis Sabine, elle a troublé la trêve hivernale, la trêve estivale, pardon. Et donc on se retrouve le 11 septembre là, le 12 pour vous, pardon. 3 matchs, 2 défaites. Une victoire quand même. Cette victoire contre Auxerre, je trouve qu'elle est largement importante. Après, si on peut nuancer, c'est des défaites contre le Paris Saint-Germain, on en a parlé, on va mettre de côté, et Strasbourg, dont on va parler juste après. Mais moi, j'ai pas aimé la gestion du cas Mathis Sabine, et je trouve que ouais, ça a mis un froid en plus entre le joueur et l'équipe. Ils ont tenté de le faire jouer pour pas, parce qu'ils en avaient besoin. En fait, ça reste pour moi le meilleur joueur du FC Nantes. Hein. Je pense pas dire de bêtises en avançant ça. Le FC Nantes, ils ont des joueurs de qualité. Moi, j'ai adoré le début de saison de Benatab sur le côté droit. Lui aussi, on parlait de Yangbo. Là, c'est un ailier aussi, virevoltant, technique, qui a essayé de faire des belles choses contre le Paris Saint-Germain notamment. Mais il y a Mostafa Mohamed, toujours, même si lui aussi était dans des rumeurs, il a joué ses 3 premiers matchs. Il s'appuie aussi sur un milieu de terrain d'expérience avec le Penang Coquelin. Mais quand même, hein, Mathis Sabine, ça change une équipe. Donc très curieux, parce que là, maintenant, on le rappelle, on est le 12 septembre, la période de mercato est terminée. Mathis Sabine est toujours nantais. Donc, on fait quoi? De quoi on se parle? Le joueur est un peu en froid avec le club, évidemment, qui a fixé un prix trop pour le laisser partir. C'est pas une situation optimale pour les Bretons, donc hâte de voir comment ils vont gérer ça. Clairement, là l'objectif, il est objectif maintien. Je pense que Nantes, ils vont tenter de se maintenir. La saison dernière, ça l'a fait pour 4 points. Ils étaient sauvés à deux journées de la fin, je crois. Cette saison, ça va encore être une fière bataille en bas du classement. Et il va falloir qu'ils arrivent à gérer ce cas de Aveline pour profiter de ses qualités, en fait, tout simplement, parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer, je pense. Même si il y a eu une belle victoire contre Auxerre, arrachée dans un match très compliqué. Voilà. Nantes qui a perdu, donc je le disais, contre le Paris Saint-Germain et contre Strasbourg. Et Strasbourg qui réalise un début de saison tout à fait correct. Pour retourner un petit peu dans le passé, Strasbourg, c'est une équipe la saison dernière qui a raté l'Europa League, si je ne dis pas de bêtises, sur un but du Havre à la dernière minute, un penalty. Complètement fou le scénario de la Ligue 1 la saison dernière pour Strasbourg, ça n'a pas tourné en leur faveur. Ça a permis à Lyon de se qualifier directement, si je dis pas de bêtises. Ça a maintenu le Havre. Voilà, allez voir la vidéo, le
le résumé du match ou le résumé Ligue 1 des dernières secondes de la saison passée. Incroyable. Et sur ce penalty, et ben c'est Strasbourg qui se retrouve complètement perdant en prenant ce penalty à la dernière minute. Et il se retrouve à finir 8e, si je dis pas de bêtises, 7e ou 8e, mais en tout cas à devoir jouer les barrages de Conference League pour pouvoir jouer une compétition européenne. Mais c'est une équipe du coup qui a fini, on peut le dire, européenne. C'est dire qu'il y a de la qualité. Et il s'appuie aussi sur un vivier de joueurs assez impressionnant. On rappelle que Strasbourg fait partie d'une multipropriété avec le club grand frère qui est Chelsea, les frérots. Et donc ils profitent, entre guillemets, des achats de Chelsea qui leur donnent ensuite des prêts de joueurs. Et donc ça leur permet d'avoir vraiment des joueurs de qualité et puis même des finances très, très élevées. Je crois que c'est qu'ils ont dépensé plus de 100 millions au mercato estival, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a vraiment un grand turnover. Par contre, ils ne peuvent pas non plus s'appuyer sur des joueurs, sur une colonne vertébrale, même si on va en parler. Il y a quand même des joueurs qui sont toujours là et qui sont pétris de qualité. Je pense à Emmanuel Emega. Je pense à Dylan Bakwa, qui est vraiment pour moi le joueur strasbourgeois de ce début de saison. C'est lui qui leur permet, à mon avis, d'avoir ce bilan de 2 victoires et une défaite. On rappelle qu'ils ont gagné contre Metz et Nantes. Et ils perdent contre Monaco, même si Bakwa marque un super but. Et ouais, Strasbourg, beaucoup de turnover. Voilà, on a les arrivées de Panicelli, on a ce type de joueurs qui arrivent. Il y a des joueurs comme Valentin Barco qui sont des jeunes joueurs. Diego Moreira qui était déjà là la saison dernière, qui était déjà là la saison passée, et qui est un jeune joueur. Donc voilà, il y a beaucoup de talent brut pour l'instant, je pense, côté Strasbourg. Et puis je pense qu'ils doivent apprendre à jouer ensemble, mais il y a clairement quelque chose à faire et je pense qu'ils veulent faire mieux que la saison passée parce qu'ils doivent avoir cette frustration de finir au pied de la qualif européenne directe. Et ils doivent jouer cette double confrontation contre Brøndby qu'ils ont gagné 3-2 au match retour. Donc ça va, c'est passé. Je crois qu'ils avaient qu'un tour, peut-être 2, je ne sais pas, on suivra ça. Mais ça aussi, ça a été un moment important de leur début de saison. Et donc, ouais, Strasbourg, pour moi, les ambitions, elles vont être européennes. Une place en Europa League, qualification directe, je pense que ça peut leur tendre les bras s'ils arrivent à trouver un équilibre et une cohésion de groupe. J'ai pas de doute là-dessus dans la capacité de Liam Gros Senior, l'entraîneur, de souder les joueurs entre eux et de trouver une dynamique. Parce qu'il l'a très bien fait la saison dernière, derrière des joueurs comme Emega, qui cette saison est capitaine. Je pense qu'il peut parvenir à mobiliser les joueurs, mais tout reste à faire et ça reste des jeunes joueurs, donc attention quand ça va commencer à enchaîner 1 ou 2 ou 3 défaites d'affilée, va falloir trouver les mots justes, mais je pense que Liam Gros Senior est capable, voilà tout simplement, donc à voir la suite pour Strasbourg, mais ce début de saison il n'est pas alarmant. Clairement la défaite contre Monaco, elle est dans un bon match de Strasbourg, je trouve, et donc ouais, il y avait beaucoup d'agitation avec le mercato, donc voilà, ça reste affaire à suivre pour Strasbourg. Là où j'ai un peu plus de doutes, d'inquiétude, clairement, moi je vais pas dire inquiet parce que ça fait que 3 matchs et qu'on va pas faire des conclusions hâtives au bout de 3 matchs. Mais attention, je parle du Stade Brestois, attention au Stade Brestois, le début de saison, poussif. Pour eux aussi, le mercato, il a été un petit peu agité. Il y a eu le départ de Pereira là, je crois que Mama Baldé arrive
à ce mercato-là, si je dis pas de bêtises, mais voilà, le Stade brestois qui arrive cette saison. Bon, ils font des beaux matchs de préparation, ils finissent avec 3 victoires et un nul. Et donc on se dit, ça va être dans la continuité de leur super saison il y a donc 2 ans où ils finissent 3e, derrière les Jeux de la Ligue des Champions. Leur parcours, voilà, ils ont donné du baume au cœur à leurs supporters, hein, la Ligue des Champions à Brest, qui l'eût cru. Donc incroyable. Peut-être qu'on s'est habitué à des standards. Personne ne voit Brest européen toutes les saisons, hein, clairement. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une déception dans ce début de saison. Je rappelle, Brest sur 3 matchs, c'est 2 nuls et 1 défaite. Donc ouais, là, il commence le championnat par un match nul contre Lille à Francis Leblay, un 3-3 où ils font un bon match, ils méritent le match nul, mais on voit qu'il y a des lacunes défensives et j'ai peur pour eux que ce soit un sujet redondant, la défense brestoise. De ce que j'ai vu, moi je suis pas rassuré, sans faire de son cas un cas personnel. J'ai pas confiance dans le recrutement de Mayeki. Voilà, on a parlé très vite du mercato avec le départ de Pereira Lage, mais le plus gros départ, c'est celui de Marco Bizot vers Aston Villa, si je dis pas de bêtises. Ouais, avec Unai Emery qui passe devant dans la hiérarchie d'Emiliano Martinez. On lui passe pas le bonjour. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, Marco Bizot qui est donc parti et qui a été remplacé par Miroslav Mayeki en provenance de Monaco. Et ça n'a jamais été un gardien. Alors, il est capable de flash, faire des matchs où il sort un super match, clairement, disons-le, mais une inconstance qui, j'ai l'impression, va le suivre un petit peu dans sa carrière. Et pour une équipe de Brest qui a besoin de se rassurer, de relancer un petit peu la machine après 2 ans à rêver, hein, avec cette 3e place et la saison d'après la campagne en Ligue des Champions. Ils ont besoin de certitude et Mayeki, pour moi, pas du tout ce profil de gardien là qui est capable. Ouais, j'ai en tête une boulette contre Toulouse. Je pense que c'est pas la première qu'il commet et c'est pas la dernière. Et j'ai l'impression aussi que le coach Éric Roy, il tâtonne clairement dans sa défense. Le Chardonnay Cardinal, il n'a pas forcément donné totale satisfaction pour les Brestois. Et donc je pense que ça va être un sujet, clairement, la défense à Brest la saison prochaine. Et là, je vois. Ah non, mais j'ai dit une bêtise, j'ai dit 2 nuls, 1 défaite. C'est 1 nul contre Lille et 2 défaites contre Toulouse, justement, avec le doublé de Franck Magri, et contre Lens, alors que, justement, Mayeki prend un rouge. J'avais oublié ça. Donc, c'est pour ça que je dis que ça risque d'être compliqué. Et là, c'est ce que je regardais, mais Éric Roy, il a décidé de sortir Chardonnay de son 11 pour mettre Diaz avec le Cardinal. Et ils en prennent 3 contre Lens, donc attention à Brest, hein, la saison prochaine. En parlant de Lens, parlons-en tout simplement, transition, et encore à travailler, à peaufiner les transitions. Lens, c'est une équipe qui arrive avec des ambitions aussi. On en parlait avec des grosses équipes comme Strasbourg, comme Lyon. Voilà, c'est une équipe
Lens qui a, je trouve, fait un mercato plutôt intelligent. J'ai bien envie de cibler leur mercato, alors je ne le résume pas à ça, hein. Bien évidemment il y a d'autres joueurs qui sont arrivés, c'était intéressant ce qu'ils ont fait, mais à l'arrivée de Florian Thauvin, qui je trouve, alors je ne vais pas être très objectif, hein, enfin justement, il faut que je le sois, mais qui peut fortement apporter s'il retrouve son niveau même de la saison dernière à Udinese, hein, super intéressant. Et j'adore, alors je rentre direct dans la tactique, mais j'aime beaucoup son utilisation. Lens, il joue dans un 3-4-3 qui est installé depuis maintenant 3 saisons, je dirais 3-4 saisons. 3-4-3 avec une activité des pistons qui est clairement le poumon de leur équipe. Donc toujours les mêmes pistons avec Aguilar côté droit et Dever Machado côté gauche. Et ils jouent en 3-4-3 et avec deux joueurs qui jouent un petit peu comme deux numéros 10 en fait. Ils jouent clairement dans les demi-espaces avec Wesley Saïd et Florian Thauvin du coup. Et moi j'aime bien cette ambition-là de Lens qui ça donne du coup de l'activité. J'aime beaucoup aussi Thomasson derrière ces deux joueurs-là qui est aussi capable de se projeter, buteur contre Brest. Mais super intéressant le recrutement de Florian Thauvin, je pense. Là où je mettrais une petite note, enfin j'ai deux remarques sur Lens. Je vous donne leur bilan. Ils font 2 victoires, 1 défaite, donc victoire contre Le Havre et contre Brest, et défaite contre Lyon, donc les premiers du championnat, donc pas d'inquiétude, hein, c'est un bon début de saison pour le RC Lens, je trouve. Là où je mettrais 2 petites nuances, c'est un manque d'un vrai numéro 9. Alors, il joue avec Ryan Fofana en numéro 9, un jeune attaquant formé, si je ne m'abuse à Lens, je dis peut-être des bêtises, là je m'avance. Mais pour moi, ça suffit pas. Il y a eu beaucoup de ratés. J'ai des images en tête contre Lyon où ça l'a pas fait. Et ça va être un sujet. Et pour une équipe qui a des ambitions européennes, qui a des volontés de jouer les premières places du championnat, ne pas avoir de numéro 9, on n'en a pas parlé, hein, mais Lyon aussi, ça va être un sujet. Hein, le départ d'Alexandre Lacazette en Arabie Saoudite et de Georges Mikotadze avec le fair play financier. Ils ont repris, pardon, je reviens sur Lyon, mais ils ont pris Martin Satriano. Mais c'est deux clubs qui ont un manque pour moi d'un numéro 9 capable de peser sur les défenses et de faire une vraie saison à 10, 15, 20 buts, même si on souhaite à tous les attaquants de Ligue 1 de mettre 20 buts, c'est pas donné. Mais vous voyez ce que je veux dire dans l'idée. Et Ryan Fofana, pour moi, il n'a pas ce profil-là. Il n'a pas ce profil d'attaquant buteur. C'est un bon joueur. C'est pour moi un diamant encore trop brut pour être utilisé en titulaire. Et il y a beaucoup de qualités autour de lui, mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à convertir les occasions qui lui sont données, tout simplement. Et la deuxième interrogation que j'ai, c'est avec le départ de Kevin Danso et de Medina du côté de Marseille, défensivement, et de Kouzanov, le Kazakh. Il y a une défense centrale qui est totalement remodelée. Alors, pour contrebalancer, beaucoup aimé le début de saison de Malang Sarr. Il y a des erreurs, mais il revient avec des responsabilités. Il est responsabilisé par son entraîneur, Pierre Sage, très intéressant. Mathieu Hudol, qui vient en provenance de Metz, c'est l'expérience. Il connaît le championnat, pour moi, c'est bien, mais attention quand même, Mathieu Hudol, est-ce que c'est un défenseur central, patron d'une équipe qui va jouer les positions européennes, je ne sais pas. Jonathan Grady, moi je commence à avoir de plus en plus de mal sur le joueur. J'ai l'impression qu'il n'est plus tout à fait au niveau de ce qu'aimerait jouer Lens, en tout cas. Donc voilà, je mets quand même des petites nuances sur un début de saison qui, je le répète, est réussi. Côté Lens, ça fait que 3 matchs, on va pas
pas s'emballer. Il y a des bonnes choses. Voilà, attention aux deux éléments qui sont le numéro 9 et la défense centrale. Et la dernière équipe que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est l'AS Monaco. L'AS Monaco, alors là, on a une équipe la plus ambitieuse de celle qu'on a citée dans cette vidéo, clairement. J'ai envie de directement passer au sujet qui, moi, m'a beaucoup intéressé cet été. C'est les deux paris qui ont été faits par l'AS Monaco. Vous voyez forcément de qui je veux parler, au moins un des deux. C'est Ansu Fati et Paul Pogba, champion du monde 2018, qui est de retour dans notre championnat. Alors directement, j'ai vu une déclaration d'à 18h, le coach de Monaco, qui disait que Pogba ne serait pas de retour avant la nouvelle trêve internationale qui sera fin octobre, début novembre, quelque chose comme ça. Donc, nuance, il doit encore retrouver une condition physique, mais évidemment très heureux de le retrouver en Ligue 1. Évidemment, ça fait plaisir, un champion du monde. On parlera dans la prochaine, peut-être pas dans la prochaine, mais quand on présentera Lille, le retour d'Olivier Giroud. Voilà, c'est la même idée. Ça fait plaisir de retrouver ces champions du monde là. Et donc Monaco qui tente ces deux paris-là. Concernant le mercato, si on reste là-dessus, il y a aussi un départ tardif dans le mercato d'Elias Benseghir pour le Bayer Leverkusen. Voilà, pour moi, ça c'est les mouvements principaux, mais ils ont gardé quand même leurs principaux joueurs. Je pense à Golovin, à Kliouche, à Minamino, à Balogun. Ça, c'est des joueurs qui vont évidemment apporter et qui sont, pour moi, dans le cas des joueurs comme à Kliouche, un cran au-dessus. Donc voilà, la qualité de ces joueurs-là devrait leur permettre de répondre à des ambitions européennes. Attention, eux par contre, ils n'ont pas de problème de numéro 9 en nombre. Il y a Balogun, je ne sais pas si il y a Ilenikina, il y a Mika Biret qui est encore là. Donc il y a de quoi faire. Mais c'est Mika Biret, ça va, mais c'est des attaquants qui ont besoin de confiance. Et les mettre dans une rotation comme ça, je ne sais pas s'ils trouvent totalement tout à fait leur marque. Le début de saison a quand même été réussi. Hein. Côté Monaco, on est sur 2 victoires et 1 défaite contre Lille. Alors, but de Olivier Giroud à la dernière minute, on l'a. Et ouais, Monaco qui va avoir des belles perspectives, parce que je pense que c'est vraiment une équipe qui peut aller chercher le podium grâce à ses qualités. Il joue avec un 4-3-3 qui est vraiment plaisant. Beaucoup de joueurs de ballon. Minamino, Kliouche, Golovin, c'est des joueurs. Ils prennent soin du ballon. Hein. On se fait plaisir. Hein. Regardez les matchs de. Je vous invite à. Bon, vous le faites déjà sûrement. Regardez les matchs de Monaco. C'est un plaisir à voir ces joueurs-là. Voilà. C'est des joueurs qui ont du talent plein les pieds, plein les pattes. Et donc, Monaco, sur les trois premiers matchs, ils se sont fait surprendre contre Lille à Pierre-Mauroy, mais je pense que c'est une équipe qui peut aller viser le podium sans arrière-pensée. Il va falloir qu'ils restent sérieux, notamment en fin de saison. On sait que c'est le péché de mignon aussi de Monaco. Pardon. D'un petit peu se prendre les pieds dans le tapis en fin de saison. Mais s'ils restent sérieux, je pense que le podium leur tend les bras. Si je devais me projeter dès maintenant. Et hâte de voir aussi la campagne européenne qu'ils sont capables de faire en Ligue des Champions. Voilà, tout simplement. On a fait le tour des équipes que je voulais aborder aujourd'hui. J'espère que je vous ai pas trop perdu. Voilà, comme je vous ai dit, le format il va être long, 45 minutes, entre 40 et 50 minutes, j'aimerais bien. Voilà, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, vous abonner, liker si ça vous plaît. Et on se retrouve
la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis pas, on parlera peut-être un petit peu du week-end qui nous attend, mais on peut aussi peut-être en sortir. Voilà, je vous dis pas, mais je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je mettrai mon Twitter en description pour suivre les live tweets de matchs que je peux faire. Je vais pas live tweeter tous les matchs, tous les week-ends, mais certains matchs, voilà, j'ai ce plaisir-là de suivre les matchs avec vous, donc n'hésitez pas à me suivre, c'est en description. Et voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et on se retrouve la semaine prochaine avec plaisir. Salut!